Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sociologue, auteur et éditorialiste Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Donald Trump a donc pris ses fonctions. Comme promis, cette nuit, il a signé une pluie de décrets pour lancer son mandat. C'est un tapis de bombe de décision. On va regarder ce qu'il y a dedans, mais je voudrais d'abord revenir avec vous, Mathieu, sur le discours d'investiture hier. Les mots de Donald Trump. L'âge d'or commence aujourd'hui. Le déclin s'arrête maintenant, a-t-il dit. Et il a aussi présenté son investiture comme un Liberation Day, un jour de libération. Alors, il faut comprendre, il y a une forme d'optimisme américain qui appartient à la psychologie du pays et à l'esprit du conservatisme américain. C'est-à-dire, l'âge d'or est toujours devant nous. Ça, c'est l'esprit américain. Pour le reste, il faut comprendre comment les Américains ont vécu une bonne partie d'entre eux, à tout le moins les 4 dernières années, et on pourrait remonter ça jusqu'au début des années 90, mais surtout les 4 dernières années ont été vécues comme une forme de folie collective. On a beaucoup parlé de Donald Trump et la question du wokisme. C'est très important ici, parce que les Américains n'ont pas voté que sur la question du pouvoir d'achat, ils n'ont pas voté que sur la question de l'inflation. Il y a aussi depuis quelques années, en fait, la séquence qui va de Black Lives Matter à aujourd'hui. Il y a eu, par exemple, cette espèce de sacralisation de la race et du genre dans le débat public dans un pays qui croyait justement être colorblind, comme on dit, c'est-à-dire ne pas tenir compte de la race des uns et des autres pour mettre de l'avant le mérite individuel. Là, il y a un racialisme américain qui a été particulièrement conquérant depuis 4 ans. Les Américains ont l'impression de rompre avec cette folie woke. Oui. La question de la censure, très importante, qui s'était emparée des campus. Il y a une censure qui frisait souvent avec l'hystérie chez des meutes d'étudiants aux cheveux mauves qui décidaient de s'en prendre à tel ou tel conférencier. C'est un autre élément. Mais la question trans, qui est très importante aussi, parce que beaucoup d'Américains ne comprennent pas exactement comment on avait pu donner tant de pouvoir à ces docteurs fol-amour qui véritablement mutilaient par des opérations chirurgicales ou des traitements chimiques des enfants ou des adolescents plus largement à l'identité confuse. Et là, il y avait de véritables mutilations. Donc, beaucoup d'Américains ont l'impression, depuis novembre, qu'il y a une forme de chape de plomb idéologique qui est tombée. Voilà pourquoi j'ai parlé hier de 1989 intérieur, c'est-à-dire une idéologie dominante qui sort disparaître complètement. Elle demeure très forte. Mais là, elle a perdu une bataille importante. Le retour du sens commun, c'est le ainsi retour qu'il du bon sens et du sens commun qui fait partie aussi des thématiques classiques du conservatisme américain. Alors, Donald Trump place aussi son action présidentielle, c'est frappant, sous le signe de l'état d'urgence. Sur tous les sujets, état d'urgence à la frontière avec le Mexique, sur la question migratoire, pour l'énergie, état d'urgence pour l'énergie, il faut forer. Pour l'économie également, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un temps perdu à rattraper, c'est ça? Alors, dans son esprit, encore une fois, je dis toujours Trump, il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec lui, il faut d'abord comprendre comment il se comprend lui-même. Alors, le premier élément, c'est qu'il y a une perte complète du contrôle à la frontière. Et il faut bien comprendre qu'il y a une forme de... Il utilise le terme invasion. Je devine qu'il ne serait pas bienvenu en Europe, mais il dit qu'il y a une invasion à la frontière, donc on doit restaurer la frontière clairement en restaurant ce qu'on appellerait en Europe le refoulement. C'est-à-dire là, il ne s'agit plus de traiter chaque demande qui se présente à nous avec un droit accordé à chacun de traverser la frontière. Il a d'ailleurs suspendu cette nuit la fameuse plateforme numérique qui permettait de demander l'asile depuis le Mexique. Exactement. Donc autrement dit, la banalisation, la transformation en fait du droit d'asile en filière migratoire parmi d'autres, il dit que ça doit se terminer. Donc on va prendre les moyens nécessaires pour cela. Et il y a dans la gouvernance propre aux États-Unis le fait il prend le pouvoir et à travers une série d'actes, de décrets, ça envoie un signal fort à son administration. Oui. Donc il ne se contente pas, il n'attend pas simplement le processus législatif classique. Il peut, par ses décrets, marquer une nouvelle orientation à sa présidence. C'est la restauration du pouvoir politique. Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on a beaucoup parlé depuis quelque temps du projet 2025 porté par le Heritage Foundation, un think tank conservateur assez important. Mais dans l'esprit des conservateurs américains, le pouvoir politique a été confisqué sur l'espace de plusieurs décennies par une caste bureaucratique intermédiaire. Le deep state, l'état profond, s'il l'appelle Donald Trump. Alors ça, c'est la formule, on pourrait dire, polémique. On parle aussi de l'état administratif. L'état administratif, donc cette couche administrative intermédiaire qui avait confisqué beaucoup de pouvoir et qui n'était pas redevable démocratiquement vers qui que ce soit. La stratégie des conservateurs, c'est de dire on va ramener le pouvoir à la Maison-Blanche ou à la rigueur au Congrès, là où il dépend de la volonté populaire, et on va être capable d'agir ainsi, de se dégager d'une gaine administrative qui limitait la capacité d'action des États-Unis ou de la présidence. Alors ça, c'est la partie qui va dire inquiéter certains ou enthousiasmer en Europe. Il y a une partie aussi peut-être plus inquiétante. La présidence Trump, elle est perçue comme impériale. Je donne un exemple. La revue Le Grand Continent interprète par exemple la présence de dirigeants étrangers hier au Capitole. C'est une première dans l'histoire américaine que des
chefs d'État étrangers ou de gouvernement assistent à l'investiture du président des États-Unis comme le signe d'une vassalisation des alliés de l'Amérique. Et puis il y a ce projet, je trouve intéressant, qui est très en vogue chez les Trumpistes, c'est Scott Bessent, donc le nouveau secrétaire au Trésor. Il voudrait quelque part réprimer financièrement les alliés de l'Amérique en disant « Vous voulez la protection de l'OTAN, très bien, il va falloir acheter des obligations longues du Trésor américain à taux réduit. Il va falloir financer notre déficit. » C'est pas encore fait, mais c'est dans l'air du temps, Mathieu Bock-Côté. Alors, il y a une autre grille de lecture de la chose. Sur la question du financement de la défense, les Américains, et pas que les républicains sur le coup, les Américains considèrent que l'Europe vit sous la protection du parapluie américain depuis trop longtemps. Les passagers clandestins. Voilà, et qu'elle s'est déchargée de ses responsabilités militaires. Donc l'Europe, autrement dit, n'investit pas dans sa défense et peut investir dans l'État social. Les Américains disent un instant, et ça remonte aux années 90, ce discours-là, on doit bien comprendre. Oui. On pourrait même dire à la guerre froide. Quand on attache ça avec le fait, par exemple, les vues sur le Groenland, ça, la volonté de rebaptiser le golfe du Mexique, golfe d'Amérique, etc. Je pense que ça, on bascule. Il faut comprendre le basculement psychologique et idéologique des Américains là-dessus. Avec Trump, les Américains renoncent à ce qu'on pourrait appeler au leadership démocratique global, qui était très post-1989, ce néo-wilsonisme post-1989. On est plutôt dans cette idée que le monde se divise en plusieurs aires de souveraineté, plusieurs aires d'influence. Or, l'Amérique du Nord, on pourrait dire du Groenland jusqu'au Panama, donc le Nord est un peu large, c'est la nouvelle doctrine Monroe aussi, si on veut, c'est le lieu de la souveraineté ou de l'hégémonie américaine. Et dès lors, c'est une souveraineté ou une hégémonie appelée à s'exercer partout sur le continent, ce qui provoque de très légitimes réserves à la fois chez les gens du Groenland, mais chez les Canadiens, mais chez les Québécois, mais chez les Mexicains, et ainsi de suite. Donc là, c'est la dimension impériale du Trumpisme. Donc Trump n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, isolationniste. C'est pas la chose. Il est unilatéraliste. Donc il se dit, il y a une puissance américaine, elle va faire valoir ses droits dans l'espace de souveraineté qui est le sien. De ce point de vue, il participe pleinement au retour des empires tel qu'on le voit aujourd'hui, avec ce pluralisme du monde qui implique un pluralisme des empires pour le meilleur et peut-être surtout pour le pire. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté, qu'on retrouve fréquemment donc sur l'antenne d'Europe 1, notamment dans Europe 1 Soir, et puis sur CNews évidemment, dans Face à l'info avec Christine Kelly à 19h. Merci Mathieu, bonne journée.